Christophe Darbelay est arrivé dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h, deuxième invité de Face au Parti, président du PDC, dont, je l'ai dit, on va tirer le bilan et quelques perspectives, notamment à 7h35 en compagnie d'Esther Coco. Et là, c'est le jeu, hein. Christian Levrat s'est livré à ça aussi hier, commenter l'actualité, la situation humanitaire des migrants, etc. Je demandais à Christian Levrat hier matin à la même heure quelles étaient les priorités du PS. Il ne mettait pas l'asile en premier, lui parlait d'abord de l'enjeu des retraites, l'avenir énergétique du pays. Et vous, Christophe Darbelay, est-ce que l'asile, est-ce que ces questions migratoires sont au sommet de la pile pour vous ? Moi, c'est une des premières préoccupations de la population suisse. Je crois qu'on a une situation internationale qui a jamais été aussi calamiteuse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a à peu près 60 millions de migrants qui sont en fuite, qui sont sur les routes du monde. Et c'est une situation à laquelle l'Europe doit faire face et qu'il faudra résoudre avec nos voisins européens sans doute. La première des priorités en la matière, je pense que ça doit être l'aide sur place, dans les régions en crise, dans les pays concernés, si c'est possible. Parce qu'il faut éviter qu'on favorise ces filières de passeurs, ces marchands d'êtres humains, ces personnes que je qualifierais pratiquement de sous-hommes, qui sont absolument sans scrupules. Il faut éviter que ces personnes mettent le pied sur un bateau ou dans un camion. Alors, sur les migrants, vous appeliez il y a quelques jours, Christophe Darbelay, l'Église à accueillir 2 ou 3 réfugiés syriens dans chaque paroisse. Et puis ensuite, l'évêque, Monseigneur Moreau, vous a répondu qu'au fond, l'Église n'était pas inactive, notamment à Fribourg, où, et c'est un cas dont on a parlé, l'évêché souhaite mettre le fameux château de Rosières du côté de Grelais à la disposition de l'État pour accueillir des requérants. Sauf qu'une pétition a été lancée contre ce projet-là. On est vraiment dans le concret. Et qui plus est, le syndic du lieu, qui est un PDC, Christian Ducotter, est un peu mal pris. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là, Christophe Darbelay ? Bon, j'ai envie de dire que la Suisse doit évidemment faire un effort de solidarité dans cette situation qui est dantesque. Je crois que quand on voit ces images de femmes, d'enfants, de chrétiens massacrés à 4 heures d'avion d'ici simplement parce qu'ils sont chrétiens, je crois qu'on ne peut pas rester indifférent à cette situation. En même temps, il faut créer l'espace dans les têtes, créer l'espace aussi en Suisse avec notre politique d'asile pour qu'on soit plus efficace, notamment dans les procédures, beaucoup plus rapide pour donner des réponses à ceux qui n'ont rien à faire ici, qui n'ont pas d'avenir ici, de manière à ce qu'on puisse accueillir ceux qui ont vraiment besoin de nous. Alors, je vais pas L'Église en fait assez, selon vous. Est-ce qu'elle a vraiment répondu à votre appel ? J'ai parlé évidemment de l'Église dans un contexte assez particulier parce que l'Église, très régulièrement, a critiqué les positions des partis de droite, la position notamment du PDC. Chaque fois qu'on fait une proposition en matière d'asile, on a une critique de l'Église. Et je leur dis alors maintenant, passez de la théorie à la pratique, montrez que vous faites aussi quelque chose. Je pense que la situation des chrétiens d'Orient devrait parler aussi pour un certain engagement de l'Église. C'est pas le beau fixe entre le PDC et l'Église, dites-moi. Non, écoutez, je crois que... En famille, on se dit quand même de temps en temps les choses et j'aime pas que certains partis puissent faire n'importe quelle proposition. Nous faisons des propositions constructives avec une vision globale sur la problématique migratoire. On a fait des propositions notamment d'intégration dans le monde du travail ou de formation de personnes qui sont ici, qui vont rester peut-être quelque temps ici ou plus longtemps. Eh bien, ce sont des propositions qui sont, à mon avis, des propositions humanistes, mais on sait être sévère quand il faut l'être aussi. Sur ce château de Rosières à Grelais, on revient sur cet exemple très concret. Il faut vraiment essayer de tout faire pour accueillir des requérants sur place. Je ne connais pas la situation particulière de Grelais et je pense qu'il faut laisser aux autorités fribourgeoises le soin de régler ces questions. La Confédération suisse, Valérie Drouin, on revient vers vous, tente d'arrondir les angles avec le Tessin. Là, on n'est plus sur le dossier de la migration, mais sur le dossier fiscal entre la Suisse et l'Italie. Le nouvel accord sur l'imposition des frontaliers entre Berne et Rome est quasi prêt, mais le Tessin fait de la résistance pour le casier judiciaire des frontaliers ou l'imposition des travailleurs italiens. 3 poids lourds de la politique fédérale se sont rendus hier à Bellinzone, la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf et 2 secrétaires d'État, Jacques de Watteville et Mario Gattiker. Bilan de la visite, on est encore loin d'une solution. Nicole de la Pietra. Il y avait la foule des grands jours au point presse à Bellinzone, petit florilège du discours diplomatique du président du gouvernement tessinois Norman Gobi et ses interlocuteurs Evelyn Widmer-Schlumpf et Jacques de Watteville. La semaine passée, j'étais 5 fois au nord du Gothard. Ça, c'est pas de la fermeture, c'est un engagement mon personnel, autant que président du gouvernement, pour faire comprendre notre situation et surtout pour collaborer. Je pense qu'on aura une bonne solution dans quelques mois et une bonne solution pour tous les partis qui sont concernés de ça. Côté pour nous, le Tessin est très important. Simplement, il y a différents paramètres qui jouent aussi un rôle et il s'agit de garder une dynamique d'ensemble. Collaborer, dialoguer et surtout oser encore espérer une solution qui mettrait un point final au bras de fer qui oppose le sud des Alpes à la Confédération dès qu'il est question de l'Italie. Mais le Tessin, qui campe sur ses positions en matière de casier judiciaire des frontaliers et d'imposition des travailleurs italiens, empoisonne les rapports entre Berne et Rome et entrave carrément la politique étrangère de la
Suisse, notamment en vue de l'application de l'initiative sur l'immigration de masse. Alors, espoir d'ouverture après une énième rencontre, oui, sauf que signe d'une certaine lassitude, pour la toute première fois, l'impossibilité de trouver une issue devient une option. C'est Evelyne Widmer-Schlumpf qui l'a fortuitement laissé entendre. Le cas échéant, le Tessin resterait l'éternel caillou dans la chaussure de la Berne fédérale. Un caillou dans la chaussure, Christophe Darbelet, c'est vrai que le Tessin donne cette impression, et quand on va sur place, et on y a été encore il y a quelques semaines, on ne peut que s'en rendre compte. Madame Widmer-Schlumpf a la main, là, véritablement, dans ce dossier. Bon, Madame Widmer-Schlumpf a un problème avec le Tessin, à l'évidence. J'ai dit un jour sur votre antenne que montrer un Tessinois un drap rouge, c'est comme montrer un drap rouge à un taureau si on présente Madame Widmer-Schlumpf au Tessin. Il n'y a pas simplement de difficulté. Le dossier italien pour la fiscalité n'est pas forcément un dossier qui est encore résolu. Et puis, je pense que le Tessin se sent un petit peu mal aimé, un petit peu à l'écart. On va essayer maintenant, avec ce débat sur le Gothard, de voir si on peut créer peut-être un lien plus fort avec le Tessin, mais ils se sentent vraiment laissés pour compte. Alors, il y a la question migratoire, ils ont des problèmes d'infrastructure qui sont énormes. Si vous allez un matin à Mendrisio ou à Chiasso, vous en rendez compte, à 5h30, c'est le bouchon, donc c'est 2 heures avant le bouchon de Lausanne. On y était, on a fait une émission spéciale d'ailleurs du Journal du Matin. C'est très, très impressionnant, et puis je crois qu'il faut dire qu'il y a à boire et à manger, qu'il y a aussi une certaine responsabilité de la part de la politique tessinoise dans cette situation. Il y a une politique notamment de promotion économique qui a attiré des entreprises qui ont des salariés qui sont 95% des frontaliers au Tessin, simplement avec l'appât fiscal. Et puis maintenant, ces gens sont à 5h30, 6h du matin sur les routes, 95% de frontaliers, et des entreprises qui payent 1 000, 1 500 euros. Donc ça menace les Tessinois, mais dans le fond, c'est le résultat d'une politique. Quand vous dites Madame Widmer-Schlumpf a un problème avec le Tessin, vous voulez dire quoi précisément, Christophe Darbelet ? Bon, je pense que c'est la question de la place financière de Lugano. Il faut savoir que Lugano est la 3e place financière de Suisse, qu'ils avaient beaucoup de relations avec l'Italie, et puis je pense que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, que certaines pratiques qui sont d'un autre temps ne peuvent plus avoir lieu dans le Tessin maintenant, et cette place financière se sent un petit peu sacrifiée sur l'autel des nouvelles règles fiscales internationales. Aujourd'hui, la Suisse, désormais depuis 2009, a décidé d'appliquer toutes les règles internationales, ni plus ni moins, si possible, sans Swiss finish, pour qu'on soit maintenant aux normes et qu'on puisse se distinguer sur d'autres qualités qu'offre la place financière suisse. L'agacement, Valérie Droux. Oui, l'agacement, celui de Suisséol, exprimé hier face aux trop nombreux recours des organisations environnementales contre des projets éoliens, surtout quand les 10 projets ont été plébiscités par la population concernée. Pour Isabelle Chevalet, présidente de Suisséol et conseillère nationale Vert libéral vaudoise, cette attitude met tout simplement en péril la stratégie énergétique de la Confédération. Elle l'a dit à Coraline Pochard. Je veux encore croire que les ONG avec lesquelles on travaille bien, comme le WWF, fassent pression sur les autres ONG, parce qu'ils font vraiment du tort à tout le monde en faisant ces recours abusifs. Et je vous jure que c'est des recours abusifs, c'est vraiment dogmatique. La Confédération pourrait faire plus, pourrait faire mieux ? Oui, je pense que la Confédération pourrait faire plus, pourrait s'afficher beaucoup plus en faveur de l'énergie éolienne. Et dans la stratégie énergétique, la Confédération y a pensé, puisqu'il y a un article qui dit que l'énergie éolienne et les énergies renouvelables en général revêt un caractère public prépondérant. Et ça sera très très utile lorsqu'il y aura les jugements au tribunal. Les élections fédérales et la question ce matin de l'utilisation d'un conseiller fédéral ou de son image dans une campagne électorale. Avec le dernier exemple en date, Uli Maurer en Blues Brothers sur un podium accompagné des ténors de l'UDC. C'est un extrait du nouveau clip de campagne du parti. Alors cette question de l'utilisation d'un ou d'une ministre pose en même temps celle de l'engagement des conseillers fédéraux pour leur parti. Un engagement qui s'est renforcé ces dernières années. Coralie Claude. Uli Maurer qui n'hésite pas à pousser la chansonnette, Evelyne Widmer-Schlumpf qui n'exclut pas d'apparaître sur des prospectus électoraux. Jusqu'où les conseillers fédéraux sont-ils prêts à aller ? Officiellement, la retenue doit guider leur action, un principe qui était honoré au siècle dernier. Gregor Lutz, politologue. Dans les années 60, 70, 80, la distance des membres du Conseil fédéral était beaucoup plus grande au parti. C'était le grand temps de la formule magique. Depuis 5-6 élections, on voit quand même régulièrement des membres du Conseil fédéral qui sont impliqués dans les campagnes électorales. Seulement voilà, aujourd'hui la formule magique a sauté, les sièges deviennent éjectables, les conseillers fédéraux ont davantage besoin de leur parti. La démonstration est flagrante au PBD où l'avenir d'Evelyne Widmer-Schlumpf dépend du score du parti. On comprend pourquoi la ministre se montre très disponible pour les sections cantonales. Caroline Brennecke, coordinatrice romande du PBD. Elle donne clairement une visibilité
crédibilité de notre parti, surtout en Suisse romande. On n'est pas sans ignorer que le PPD n'a pas d'élu au niveau romand. Et c'est vrai que ces événements, si il y a présence d'une conseillère fédérale, en l'occurrence Nadine Widmer-Schlumpf, c'est un plus pour que le PPD soit connu et donc ça devrait se traduire en termes de vote aussi. Mais pas question pour autant de transformer son ministre en mascotte électorale. En cas de défaite le 18 octobre, c'est sa légitimité au gouvernement qui sera questionnée, car une mascotte, ça incarne la défaite aussi. Christophe Darbelet, Doris Leuthard, c'est la mascotte du PDC pour ces élections. Vous en faites une mascotte ? On n'en fait pas une mascotte, mais elle s'engage dans cette campagne avec une certaine retenue, en respectant les règles que le Conseil fédéral s'est fixées. Je pense que c'est juste comme ça. Un Conseil fédéral est évidemment le représentant d'un parti, mais il ne peut pas être que ça. Il doit être aussi l'incarnation du gouvernement et d'une réalité beaucoup plus large que celle d'un parti. Donc je pense que ces règles sont bien et qu'il faut les respecter autant que faire se peut. Si on utilise trop son image, c'est risquer de la fragiliser, cette image, en cas de défaite le 18 octobre prochain. Ça c'est un risque. Bon, c'est évidemment possible. On a le cas d'Evelyn Widmer-Schlumpf qui est l'incarnation pratiquement unique de son parti. C'est pas tout à fait le cas chez nous. Le parti a beaucoup d'autres personnalités, a des élus dans les cantons, a des candidatures qui sont très fortes en Suisse romande et ailleurs. Et je pense qu'on n'est pas aussi dépendant de cet engagement de la conseillère fédérale, mais c'est vrai qu'elle a été présidente du parti, qu'elle est censée connaître ses réalités, qu'elle sait à quel point c'est important dans une campagne électorale de sentir que tout le monde, que toute la famille est réunie, que tout le monde est prêt à se battre. On aime bien ce mot famille. Tiens, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Quand Uli Maurer pousse la chansonnette dans un clip, il dépasse les bornes selon vous ? C'est évidemment pas très conforme aux règles que le Conseil fédéral s'est fixées. Maintenant, chacun les interprète un peu à sa guise. Je pense pas que ce soit un gage de crédibilité. Moi, je sais pas s'il chante bien ou mal. En tout cas, je me risquerai personnellement pas à cet exercice. S'il chante bien, c'est crédible. Mais s'il chante mal, c'est pas crédible. On verra. Je vais écouter d'abord la chanson avant de me faire une opinion. Vous restez avec nous, Christophe Darbelet, jusqu'à 8h. Tennis, Valérie Drouot ? Oui, du tennis avec la première des 4 Suisses en lice à New York, Belinda Bencic, qui s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. 2-7 facile cette nuit, 6-1, 6-2 en moins d'une heure contre la Bulgare Cécile Karatancheva. Et la prochaine adversaire, ce sera mercredi, ce sera la japonaise Misaki Doi. Et 2 surprises lors du premier tour de cette US Open, les éliminations du finaliste de l'an dernier, Kei Nishikori, et Dana Ivanovic, et l'abandon aussi du Français Gaël Monfils pour des douleurs dorsales, et le forfait de la numéro 3 mondiale Maria Sharapova, blessée à une jambe. Et aujourd'hui, entrée en matière pour les 3 autres Suisses, Roger Federer, Stan Wawrinka et Timea Bacsinszky. Oui, ce sera ce soir. Timea Bacsinszky joue vers 17h heure suisse, Roger Federer vers 21h, Stan Wawrinka vers 23h. Des matchs à suivre sur RTS2 et rtsport.ch. Et un mot de football, un petit mot en Challenge League, la défaite de Neuchâtel Xamax hier soir contre Haro 2-1. Merci Valérie Drouot. Dans un instant, on retrouve le mot du jour avec Georges Pop. Un mot de la météo, temps nuageux aujourd'hui avec quelques averses. D'abord sur l'ouest ce matin, puis en toute région cet après-midi. Température entre 18 et 20 ce matin, 22 à 24 cet après-midi. Le mot du jour. Bonjour Georges Pop. Bonjour à vous Simon. Vous nous proposez ce matin un mot qui revient souvent dans la bouche des élus PDC notamment, et dans le programme du parti, ce mot c'est famille. Famille, la cellule de toute société humaine à partir de laquelle par extension se sont formées jadis les tribus primitives, puis les sociétés plus complexes. On parle d'ailleurs de famille nucléaire pour maman, les enfants et papa, et de famille élargie lorsqu'on ajoute les grands-parents, les petits-enfants, le beau-fils et les autres. Alors pour simplifier, on dira que la famille telle qu'on la connaissait jusqu'à un passé assez récent ici, doit beaucoup à la Bible et aux Romains. Un couple monogame, un homme et une femme avec des enfants, vivant sur la base des droits du père de famille sur sa femme, ses enfants et sa fortune. La Bible était formelle. Adam n'avait qu'une femme, Ève. Non seulement le bon Dieu ne lui en avait pas offert d'autres, mais en plus, Ève avait coûté à Adam une côte. Et Adam n'avait aucune raison d'en sacrifier une deuxième pour s'offrir une seconde épouse. Étymologiquement, famille vient du latin familia, qui définissait l'ensemble des habitants de la maison, y compris les esclaves, qui faisaient partie de la famille. À l'origine, familia, d'ailleurs, voulait dire réunion d'esclaves. Mais d'autres sources affirment que le mot dérive aussi de fama, qui veut dire réputation. Chez les Romains, le pater familias, le père de famille, était le chef incontesté de la maison. Il détenait la patria potestas, la puissance paternelle de vie ou de mort sur sa femme, ses enfants, ses esclaves. Sous la protection d'une kyrielle de divinité, il y avait les pénates, qui étaient les dieux protecteurs du feu de la cuisine et du garde-manger, les lares familia, les génies de la famille à qui on vouait des cultes domestiques, et enfin, il y avait les esprits des défunts, qui n'étaient pas toujours bienveillants d'ailleurs. Le pater familias devait parfois se lever
en pleine nuit, elle leur jetait une poignée de fèves pour calmer leur colère. Je conclurai en notant que le terme famille, par analogie, peut aussi définir des groupes, par exemple une famille religieuse ou une famille politique. Ah tiens, une famille politique. Quelle est votre définition de la famille, Christophe Darbelet, en 2015 ? Est-ce qu'elle est toujours la même qu'il y a 15 ans, par exemple ? Je crois que les familles ont beaucoup évolué. Je crois qu'on peut se réjouir ou s'inquiéter de cette évolution, mais c'est une réalité à laquelle on doit se conformer aussi comme parti, de tenir compte de cette réalité. Ce que je refuserais de faire, c'est de considérer que la famille nucléaire, comme vous l'avez défini au début, est une version marginale de la famille. C'est pas le cas, mais vous avez différentes familles, des familles monoparentales, des familles traditionnelles, entre guillemets, des familles recomposées, des familles homoparentales. Il y a des personnes qui se lient par le Pacs. Ça existe aussi. Je crois que ça a été une solution que la Suisse a choisie, que le PDC avait défendue à l'époque. Personnellement, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Mariage pour tous, ça vous parle pas ? Le mariage pour tous, je pense qu'on a une bonne solution avec le pacte... le Pacs, et qu'avec cette solution, on peut pratiquement répondre à toutes les questions qui se posent. Alors, on continue sur le thème de la famille. On va maintenant parler divorce, Christophe Darbelet, plus spécifiquement de tout ce qui entoure aujourd'hui une séparation, car la tendance actuelle, c'est plus de signer un simple petit bout de papier et de passer à autre chose. Non, aujourd'hui, on célèbre sa liberté retrouvée et on enterre comme ça sa vie de couple. Bonjour Katia Scher. Bonjour. La perception et la procédure de divorce se transforment et cette transformation permet à une nouvelle industrie de se développer, une industrie faite de services spécifiquement dédiés aux divorcés. Oui, balayer sa vie de mari ou d'épouse, tirer un trait sur sa vie de couple, à coups de fêtes, de cadeaux et gadgets ou d'une nouvelle garde-robe, c'est l'idée derrière ces nouveaux services développés aux États-Unis, un pays dans lequel un divorce a lieu toutes les 36 secondes. Aujourd'hui donc, il existe des organisateurs de la fête de la liberté ou de cérémonies de mariage inversé, au cours desquelles les vœux échangés lors du mariage sont annulés, les robes de mariée brûlées et les alliances écrasées à coups de marteau. Et ces fêtes sont bien sûr agrémentées de cadeaux, de gadgets, comme des chapeaux, des peluches, des ballons spécialement connotés Divorce Party. Certains chirurgiens esthétiques proposent même des liftings post-divorce, histoire de maximiser un potentiel de séduction à l'heure d'une liberté reconquise. Cette industrie a pris des proportions étonnantes. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est estimé à quelques 50 milliards de dollars annuels. Ils nous étonneront toujours, les États-Unis. Mais enfin, on imagine, Katia, que les États-Unis ne sont pas les seuls à proposer ce genre de service. Non, l'Angleterre, l'Europe du Nord suivent la tendance. Aux Pays-Bas, on trouve aujourd'hui des divorce hotels, donc des hôtels dans lesquels les couples, en un seul week-end, peuvent finaliser leur procédure à l'aide d'un conseiller, tout en profitant de massages relaxants et de repas fins. En Suisse, ces services n'existent pas, ou pas encore, mais l'approche change aussi, et l'on peut désormais divorcer par Internet. Sur ces sites spécialisés, les couples peuvent établir eux-mêmes leur convention de divorce et la requête à présenter au tribunal. Prix de l'opération, quelques centaines de francs, bien en dessous donc des milliers de francs que peut coûter l'intervention d'un homme de loi. Douglas Hornung, avocat et créateur du site divorce.ch. C'est vrai que c'est une certaine évolution, mais c'est aussi une prise de conscience que si on a raté son mariage, on doit au moins pouvoir réussir son divorce, et encore une fois, surtout s'il y a des enfants. Dans les pays scandinaves, on ne passe même plus par le juge. Vous allez simplement à l'état civil, vous dites vous êtes divorcé et c'est enregistré. Exactement comme un mariage, vous ne passez pas par un juge pour vous marier. Alors bien sûr, la Suisse est encore loin des excès anglo-saxons. L'industrie des services et produits liés au divorce se limite encore aux conseillers, médiateurs et aux procédures électroniques. Mais les mentalités changent. Douglas Hornung. Statistiquement, plus de 90% des divorces sont des divorces par consentement mutuel. Que représentent les e-divorces dans cette proportion-là? Probablement encore très marginal, mais enfin c'est quand même quelque chose qui se développe de manière intéressante. Et la Suisse verra peut-être, elle aussi, se développer une industrie spécialisée, d'autant que, même si le nombre de divorces a légèrement décru ces dernières années, plus de la moitié des mariages en Suisse se terminent, vous l'avez deviné, Simon, par un divorce. Eh ben oui, merci Katia Scher. Alors Christophe Darbelet, vous êtes toujours avec nous, président du PDC. On a entendu votre définition de la famille, qui reste toujours assez rigide, si je puis m'exprimer ainsi. Non, pas du tout. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles recomposées. La définition n'est pas rigide. Si je vous ai répondu sur l'homoparentalité et sur le mariage pour tous, vous êtes toujours assez opposé. Vous ne pouvez pas réduire à cette question, la question de la famille, puisque l'intérêt de cette institution, c'est d'abord les enfants. Et c'est eux qui doivent être au centre de cette institution. Est-ce que la politique, c'est pas d'abord le pragmatisme, j'allais dire la réelle politique, Christophe Darbelet? Voilà les réalités d'aujourd'hui. On a l'impression que le PDC n'en est pas totalement conscient. Pas du tout. Vous réduisez la question du mariage
au mariage pour tous. Et je ne trouve pas que c'est une manière de voir l'ensemble du problème. Non, c'est une extension de la question aujourd'hui. L'institution, elle a été créée d'abord pour les enfants. Et je pense que c'est eux qui doivent rester au centre de ces discussions. Est-ce qu'un couple qui reste de manière artificielle alors qu'il se dispute n'est pas plus mauvais pour les enfants qu'un couple qui se sépare ou qui divorce dans de bonnes conditions ? Je crois que le divorce est une réalité. Aujourd'hui, il y a 50% des couples qui divorcent. Il faut que ça se passe le mieux possible. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui souffrent de cette situation. Je rencontre aussi beaucoup d'enfants qui ont des difficultés qui sont liées au divorce. Je ne dis pas que des gens qui ne s'entendent pas du tout doivent rester ensemble. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais je pense qu'il faut éviter de faire du mariage ou de l'institution en tant que telle une sorte de bien de consommation qui se prend et qui se jette. Christophe Darbelet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Je vous présente Ludovic Rocky, que vous connaissez, je crois, pour une interview personnalisée. Ludovic, c'est à vous. Bonjour Christophe Darbelet. Bonjour. Alors, je commence par un compliment à l'envers, si vous permettez, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de gainsbourgien dans votre trajectoire politique. Et moi, j'adore Gainsbourg, qui a dit en son temps « J'ai retourné ma veste le jour où je me suis aperçu que sa doublure était faite de visons ». Et quand même, vous avez démarré comme chrétien social, et assez vite, vous avez vu que si vous vouliez faire carrière, prendre du poids politique, il fallait aller au conservateur PDC, valaisan. Est-ce que vous n'êtes pas encore marqué par ce début de carrière qui a passé par un switch ? Oh, c'est une chose que mes adversaires me reprochent assez souvent, parce que c'est la seule chose qu'ils trouvent. Sinon, ils seraient obligés de dire du bien. Ce passage par le Parti chrétien social, j'étais très jeune, je ne regrette pas. Je pense que c'était une chose qu'il faut assumer. Le Parti chrétien social, il faut quand même le rappeler, à l'époque était aussi membre du PDC suisse, donc c'était 2 sections valaisannes, comme dans le Haut-Valais, il y avait 2 partis, si vous voulez, membres du PDC suisse. Voilà. Ensuite, c'est le PDC qui est venu me rechercher 4 ans plus tard pour me dire, mais enfin, si on se bat entre nous alors que nos positions sont tellement proches, eh bien, c'est l'UDC qui va profiter. Je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, on verra pour votre retour en Valais, puisque c'est votre prochain objectif. J'ai de la peine à comprendre. Moi, je vous ai vu éclore sur la scène fédérale une belle bête politique, je dois dire. On vous sent presque un félin, quoi. Ça, gourmand de cette scène fédérale. Qu'est-ce qui vous prend de tout lâcher pour le Valais ou c'est risqué, c'est pas garanti? Je quitte d'abord le Conseil national parce qu'on a une limitation de mandat à 12 ans et je pense que c'est bien de ne pas s'accrocher à son siège. C'est sain d'avoir de nouvelles énergies qui puissent se présenter. Et puis, j'ai dit que je quittais le Conseil national, pas forcément la scène fédérale. Je vais rester quelque temps encore président du PDC suisse. Ensuite, j'ai dit que ma première priorité était évidemment valaisanne, mais que les portes de Berne, je ne les ai jamais refermées. Alors, vous êtes un peu comme un enfant, vous avez de la peine à choisir devant le Non, j'ai pas de peine à choisir. C'est le Conseil fédéral ou le Conseil d'État. Je vous ai dit ma première priorité. Je suis une personnalité qui a plutôt un caractère d'exécutif. J'aime décider, j'aime donner des perspectives et des directions. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose pour mon canton qui n'est pas dans une phase quand même très facile. Je crois que l'actualité le prouve à peu près tous les jours. Eh bien, j'aimerais d'abord consacrer mon temps et mon énergie à cela. Maintenant, le Conseil fédéral, il n'y en a qu'un en Valais et ailleurs aussi qui a réussi à faire un plan de carrière là-dessus. Je pense qu'il faut être un peu prudent, mais si un jour la porte s'ouvrait, eh bien, pourquoi pas. Vous étiez un peu comme lui, parce que vous parlez de Pascal Couchepin, qui vous a d'ailleurs amené à Berne, à l'Office fédéral de l'agriculture à l'époque. Pas son fils spirituel, mais quand même. Bon, vous aussi, quand vous étiez enfant, vous rêviez du Conseil fédéral ? Non, mais je crois que la politique m'a toujours intéressé. Depuis l'âge de 4 ans, je me suis intéressé à la guerre du Liban, à la fondation du canton du Jura, aux actualités politiques dans mon canton. Lorsque les enfants de mon âge écrivaient sur les héros de bandes dessinées ou de dessins animés une rédaction, eh bien moi, j'écrivais le portrait de Bernard Bornet. Bon, et puis... Un mot sur votre profil. Est-ce que vous connaissez cette expression que j'ai pas mal entendue à Berne dans votre dos, Ça, c'est du Darbelet. C'est souvent les Suisses allemands qui disent ça. Ou votre pire ennemi, Dominique de Buman, qui est votre vice-président, qui savonne parfois. Non, c'est l'air de dire que des fois vous vous contredisez, Christophe Darbelet. Vous acceptez ce reproche? Je pense qu'on peut faire des reproches à tout le monde. Parfois, il y a de la contradiction en politique. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. Vous pouvez l'appeler ça. Quand un autre parti le fait, vous dites que c'est de la haute stratégie, que c'est de la tactique. Tony Brunner, que vous n'avez jamais reçu sur votre antenne parce qu'il ne parle pas un mot de français courant, vous allez dire que c'est de la haute stratégie. Chez moi, vous allez dire, oh nom de bleu, Christophe Darbelet. Alors, vous avez peut-être un peu de peine à me suivre. Ça va
va parfois assez vite. Dans ma tête, je crois que comme ce que j'ai pu faire en politique... de revoter sur les haies en 2012 et puis non, mais vous devez vous taire ensuite. J'ai dit, alors écoutez, je crois que tous les experts aujourd'hui, d'éminents professeurs de droit constitutionnel, sont en train de réagir à cette situation absolument dantesque dans laquelle on se trouve avec la suite du 9 février. On ne sait pas comment continuer. On sait que les juges étrangers et se soumettre à la Cour européenne de justice, c'est une solution qui passera jamais en Suisse. On essaie d'échafauder des solutions et de plus en plus de personnes en politique, des experts, des capitaines d'industrie se disent que c'est pas si saugrenu cette idée-là. Le temps me donnera raison, j'en suis persuadé. Ludovic Rocky, une dernière question, mais je vous laisse encore 30 secondes si vous avez quelque chose à ajouter, Ludovic. Non, c'est juste, je me demandais une chose, parce que je vous connais bien et je suis pas sûr que vous êtes un vrai conservateur. Par exemple, la chasse, je me suis toujours demandé justement, on va y venir, si c'était pour soigner votre côté conservateur ou si c'est une vraie passion. Je vous invite un jour de pluie à venir battre les vernes en cherchant un cerf et vous verrez que vous allez transpirer. Et vous verrez ce que c'est la vraie passion. Je vis pour ça, j'adore ça et je suis un homme de passion. J'aime la montagne, j'aime la chasse, j'aime mon pays et voilà. Vous allez adorer ce qui suit, Christophe Darbelet. Restez avec nous, bien sûr. Bonjour Pierre-Étienne Jouard. Bonjour. On est en septembre, tout début septembre, et ce sont les arômes du gibier qui titillent déjà vos papilles, les ouvertures de la chasse. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. En Suisse vont se succéder selon les espèces et selon les différentes réglementations cantonales que Christophe Darbelet doit connaître par cœur, quasiment toutes évidemment. Fierté du geste, qualité sanitaire, mais en fin de compte une viande alors très très peu autochtone. Eh bien oui, mais certains s'en fichent, pourvu que la selle de chevreuil sauce grand veneur garnisse la table automnale. D'autres, plus catégoriques, sont contre tout abattage d'animaux, sauvages ou d'élevage. Au principe de régulation s'opposent ceux de la barbarie, à la défense de la cause animale, les chantres de la biodiversité, mais on ne refera pas un débat faisandé. D'ailleurs, l'exercice de la chasse est ultra encadré en Suisse. Et il y en a aussi pour qui la chasse, et on entendait Christophe Darbelet, est quasiment une raison de vivre. Oui, on vous dira aussi que c'est dans les gènes, atavisme ancestral. Oui, il y a un petit peu de ça, un rituel humain qui se meut très vite en fierté. La Bartavelle. Bartavelle, là, ces fameuses perdrix royales chères à Marcel Pagnol, des souvenirs d'enfance, là encore, de la fierté, voire de l'orgueil. Et dans le même registre, que dire des trophées de chasse, des parties privées seigneuriales. En tout cas, le consommateur suisse ne peut pas toujours s'enorgueillir de déguster du gibier local. Alors voilà, le fier tireur du pays aura tout le loisir de contenter ses proches, voire de rares restaurants, et basta, car 80% du gibier sauvage est importé, depuis l'Europe centrale la plupart du temps, et parfois aussi, ce sont des bêtes à moitié sauvages, voire d'élevage. Il faut juste le savoir, car cela ne pose en réalité pas trop de problèmes de traçabilité. Reste le goût, beaucoup plus recherché quand il s'agit d'un animal tiré en liberté, une viande plus maigre aussi. Alors du pain béni pour les consciencieux de l'équilibre diététique, sans doute, à condition de faire l'impasse sur la sauce à la crème, les marrons ou la confiture d'érel. Sinon, ce sont ces bons préceptes d'hygiène alimentaire qui auront du plomb dans l'aile. C'était le goût des autres. Merci Pierre-Étienne Jouard. Alors on va pas refaire, et on n'a pas le temps, le débat pour ou contre la chasse, Christophe Darbelet, surtout pas avec vous. Cela dit, 80% du gibier sauvage est importé en Suisse. Est-ce que c'est un problème ça? Est-ce qu'il faudrait encadrer ça un peu mieux? C'est une réalité, les consommateurs veulent manger du sauvage et puis on n'a pas, avec la chasse helvétique, la chasse autochtone, de quoi les s'assouvir. Alors il faut bien trouver des solutions. La traçabilité, tant qu'elle est assurée, je crois que chacun a le choix de choisir la viande et sa provenance. Comprenez ceux qui n'aiment pas la chasse. Vous leur dites quoi quand généralement vous croisez le fer avec ces gens-là? J'espère que gentiment j'arrive à faire passer le message. Je pense que l'équilibre des espèces, la chasse est nécessaire. Aujourd'hui, vous avez notamment une population de cerfs, si je prends l'exemple valaisan, qui est pratiquement trop élevée, et ça pose des problèmes notamment aux forêts de protection, la protection des avalanches, la protection contre les chutes de pierres, si vous laissez cette population s'étendre. Il n'y a pas un peu d'électoralisme derrière le chasseur, derrière chaque chasseur qui caresse son électorat comme ça, dans le sens du poil, sans jeu de mots, Christophe Darbelet? Je pratique une passion avant de faire de la politique en la matière. Et puis, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Chaque fois qu'on dit, ou que je dis que je suis chasseur, je reçois quelques lettres incendiaires. Je pense qu'il y a le pour et le contre. Il y a des gens qui aiment la chasse, d'autres qui n'aiment pas. Mais le but, je crois que ce n'est pas de se cacher. Il n'y a pas de raison que
le VVF et ProNatura visitent toutes les classes d'école primaire puis que les chasseurs doivent se cacher. Vous restez avec nous, on abordera la chasse aux voix du PDC tout à l'heure avec Esther Coco. Sébastien Dupéret, un rapide résumé de la météo de ce 1er septembre. Net changement pour aujourd'hui, le ciel sera le plus souvent nuageux. Si on accepte quelques éclaircies en Valais, les premières averses toucheront l'ouest du pays en cours de matinée avant de s'étendre aux autres régions cet après-midi. Peu d'amplitude pour les températures, il fait actuellement entre 18 et 20 degrés. Cet après-midi, on ne devrait pas dépasser les 22 à 24. Quelques précipitations encore demain en un mot? Alors beaucoup moins, on aura en fait une accalmie déjà ce soir et même quelques belles éclaircies en pleine. Merci Sébastien Dupéret, on se retrouve dans une demi-heure. L'heure avec AXA Winter Tour et son assurance auto avec Drive Recorder, AXA.ch. 7h34 sur la première, les infos avec vous Blandine Lévite. La Banque nationale suisse classe PostFinance parmi les établissements trop grands pour faire faillite. La filiale bancaire de la Poste devra donc remplir des exigences plus sévères en matière de fonds propres et de liquidités. Plusieurs centaines de migrants ont quitté Budapest en train hier, direction l'Allemagne ou l'Autriche. La police hongroise a renoncé à retenir les réfugiés qui campaient dans ces gares. Un premier train avec près de 400 migrants originaires de Syrie ou d'Afghanistan est arrivé en début de soirée en Bavière notamment. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé l'Europe à apporter une réponse commune, Blandine Milson. L'Europe doit bouger. Angela Merkel a appelé une nouvelle fois les pays de l'Union européenne à trouver des réponses communes à la crise migratoire, sans quoi cette union se renierait elle-même, elle casserait ses principes fondateurs d'accueil et de respect de la dignité humaine. C'est un défi pour les idéaux de l'Union européenne, a souligné la chancelière allemande. Elle doit mettre en place des quotas d'accueil des réfugiés par pays et organiser une répartition équitable, faute de quoi la question de Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes sur le continent européen, se poserait et nous ne voulons pas de cela. La chancelière allemande a également tenu un discours très volontaire sur les capacités de son propre pays à accueillir des réfugiés. 800 000 sont attendus cette année. Son économie est solide, son marché du travail robuste, a dit Angela Merkel. Le monde voit l'Allemagne comme un pays qui offre de l'espoir. Cela n'a pas toujours été comme ça. Blandine Milsan, RTS Info, Berlin. Et après le drame du camion charnier découvert au bord d'une autoroute autrichienne, 20 000 personnes ont manifesté à Vienne contre le traitement réservé aux migrants. Sur les pancartes, un drapeau blanc estampillé « Welcome » en lettres de couleur ou encore ces mots « Je ne veux pas que l'Europe soit un charnier ». Et puis en Suisse, la chaîne du bonheur lance un appel aux dons pendant 10 jours en faveur des migrants. Le compte 10-15 000-6 avec la mention « réfugiés » est ouvert. Il est aussi possible d'annoncer ses promesses de dons sur le site www.bonheur.ch. Un vote qui vire à l'émeute en Ukraine. Hier, le Parlement ukrainien devait adopter un projet de loi pour offrir une plus grande autonomie aux régions séparatistes pro-russes. L'examen du texte a provoqué la colère des membres du parti nationaliste et anti-russe Svoboda. Des heurts entre des membres de ce parti et la police ont fait un mort et une centaine de blessés, selon la police de Kiev. Le dossier médical électronique est mal en point en Valais. Le préposé cantonal à la protection des données, Sébastien Fonti, recommande de suspendre le projet. Baptisé Infomed, il a été présenté jeudi dernier et il devait entrer en vigueur aujourd'hui. Sébastien Fonti craint pour la sécurité du système informatique. Il estime qu'il faut procéder rapidement à des audits. Une information de nos confrères du Temps. Yves Terrani, quid de ce projet désormais ? Eh bien, on va patienter un peu. Comprenez que le projet est suspendu. Dans l'immédiat, les patients qui le souhaitent peuvent demander au département de la santé un code pour accéder à leur dossier. Toutefois, l'accès ne sera autorisé qu'une fois que tout aura été éclairci, nous a confié la conseillère d'État Esther Weber-Kalbermatten. La ministre valaisanne de la Santé entend rencontrer au plus vite Sébastien Fonti afin de lui remettre tous les documents nécessaires à son expertise. Pour mémoire, un patient qui en fait la demande pourra accéder à son dossier électronique, lequel rassemblera les informations médicales importantes. Il pourra aussi décider qui peut y accéder, voire saisir certaines données, comme des directives anticipées, l'objectif étant d'assurer sa prise en charge rapide et adéquate. Le Valais est le deuxième canton, après Genève, à offrir cette possibilité. En tennis, Belinda Bencic s'est qualifiée facilement pour le deuxième tour de l'US Open. La Saint-Galloise a dominé la Bulgare Cécile Karatancheva en 2-7, 6-1, 6-2 et en un peu moins d'une heure. La Suissesse affronte demain la Japonaise Misaki Doi et chez les hommes, le Français Benoît Paire a signé l'exploit de la première journée de l'US Open en battant en 5 manches le Japonais Kei Nishikori, finaliste l'an dernier et numéro 4 mondial. Merci Blandine Lévite, 7h38. Nous sommes toujours avec Christophe Darbelet, président du PDC, deuxième invité de notre série Face au Parti. Bonjour Esther Coco. Bonjour Simon Matédoré. Vous êtes l'une de nos correspondantes au Palais fédéral. On va aborder
les bilans et les perspectives du parti, le PDC, durant ces 20-25 prochaines minutes. Cette question, je vous adresse aussi Christophe Darbelet. Christian Levrat disait, pour lui, personnellement, ces élections fédérales de 2015 sont les plus importantes qu'il ait jamais vécues, celles avec le plus d'enjeux fondamentaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le vivez comme ça, vous aussi? D'autant que c'est les dernières. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit évidemment à chaque fois pour essayer de booster ses troupes et de mobiliser ses membres et ses sympathisants. Je pense qu'effectivement, on a affaire à des élections qui sont relativement importantes. On constate quand même que sur plusieurs décennies, les deux piliers de la politique suisse, le PLR et le PDC, se sont affaiblis, qui sont en particulier affaiblis au Conseil national, et que ça rend la recherche de solutions, de majorités pour faire des réformes qui sont absolument nécessaires, de plus en plus difficiles. On fait encore la pluie et le beau temps au Conseil des États, le PDC est le numéro 1, le PLR est aussi relativement fort, l'UDC n'existe quasiment pas. Eh bien, c'est une situation qui est assez rêvée, tandis qu'au Conseil national, eh bien, il faut que ce centre compose une fois avec l'UDC, une fois avec le PS, pour pouvoir faire une majorité en fonction des sujets. Évidemment que c'est l'alliance bourgeoise qui est l'alliance la plus courante, mais enfin, il y a d'autres situations sur la question de la politique de la famille, par exemple, ou bien d'environnement, ou d'énergie, où les majorités sont différentes. Et puis, il y a évidemment la question européenne, où là, on ne peut pas parler avec l'UDC, en tout cas pour l'instant. Ah, ben voilà, vous nous livrez déjà un propos assez fort. On y viendra à l'Europe, bien évidemment, avec vous, Esther. Alors bon, le PDC, c'était un parti qui pesait plus de 20% jusqu'en 87. Tout ça a baissé. Le PDC, 12,3%, Esther Coco, aux élections fédérales de 2011. Le dernier baromètre électoral lui prédit encore une chute autour d'environ 2%. Et c'est un parti qui peine à trouver la recette pour rebondir. Oui, parce que être le parti du milieu, celui qui construit des ponts, ça ne séduit plus tellement les électeurs. Le PDC gagne bien plus de votations que de voix. Alors, le PDC pensait avoir trouvé la recette pour inverser la tendance. Il a décidé de lancer des initiatives durant cette législature pour mobiliser ses électeurs avec son thème de prédilection, la famille. Mais patatras, que s'est-il passé en mars en votation populaire? L'initiative pour défiscaliser les allocations familiales sur laquelle vous misiez beaucoup, ça devait être le vecteur électoral de cette année, eh bien, elle n'a remporté que 25% des voix, 75% de non. C'est moins bien que le score de l'initiative de l'UDC sur la famille. Et puis, il y a cette autre initiative, elle aussi, pour laquelle vous avez aussi réussi à récolter des signatures, celle contre la pénalisation fiscale du mariage. Elle risque bien de connaître un sort similaire l'année prochaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est particulièrement malmenée au Parlement. Le débat est en train de se focaliser sur la discrimination potentielle des couples homosexuels à cause de la définition du mariage que vous avez mis dans ce texte comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Donc Esther, les initiatives, ça marche pas trop bien pour le PDC, puis les alliances non plus d'ailleurs. Oui, c'est un peu le deuxième gros échec du PDC durant cette législature. Le PDC rêvait de faire un groupe commun avec le PBD, le parti d'Evelyn Widmer-Schlumpf. On le comprend, parce que cette union aurait consolidé le siège d'Evelyn Widmer-Schlumpf, justement, légitimé un deuxième siège pour le centre au Conseil fédéral. Mais au dernier moment, un peu comme la future mariée sur le pavé de l'église, le PBD a jeté l'éponge. Il a finalement dit non. Premier échec. Et puis, il y a cette étrange alliance bourgeoise économique que vous avez signée, Christophe Darbelet, PDC, PLR et UDC, signée justement cette année pour faire face au Francfort. Une alliance qui n'a pas résisté au premier débat au Parlement. On peut le dire même que de nombreux élus la digèrent toujours pas, cette alliance. Et du côté des élections cantonales, là, le PDC, est-ce qu'il se porte un peu mieux? Pas vraiment. Le PDC a essuyé des pertes lors de 16 élections dans des parlements cantonaux, une trentaine de mandats perdus, y compris dans ses bastions historiques, comme le Valais, où il a perdu la majorité absolue. Bon, au Parlement toujours. Mais 4 succès ont été enregistrés quand même cette dernière année, notamment au communal à Genève, ou même à Neuchâtel, où il a fait une petite percée dans ce Parlement cantonal. Du côté des votations, le PDC, qui se dit toujours le champion des votations, c'était un de vos gros slogans au fédéral de 2011, et bien, il n'est plus totalement le champion des votations gagnées. Le PBD et les Verts libéraux, lui ont passé devant, mais en tant que défenseur des PME, le PDC peut se targuer de la victoire du non à l'initiative pour imposer les successions. Alors voilà, elle nous a dressé le portrait de la vie du PDC aujourd'hui, mobilisé en tant que parti du centre, ce que vous êtes par essence. Est-ce que c'est devenu mission impossible, Christophe Darbelet? Non, c'est pas mission impossible. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que le succès de cette campagne du 18 octobre, c'est simple. C'est d'abord
la mobilisation de l'électorat démocrate-chrétien. Les membres et les sympathisants, aujourd'hui, ils sont relativement peu mobilisés. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un moment décisif, qu'il faut aller voter. Si on arrivait à avoir au moins la mobilisation de nos adversaires, eh bien, ce serait déjà un très grand succès. Ensuite, sur les thèmes, je pense qu'il faut bien se rendre compte en Suisse que les bonnes solutions, elles viennent du centre. C'est pas pro domo que je prêche ici, mais c'est dire que on peut pas systématiquement penser comme le centre, voter comme le centre et après pas voter pour le centre. Et c'est ça la réalité aujourd'hui, sinon la Suisse deviendra rapidement ingouvernable, incapable de faire des réformes. On a de plus en plus affaire à ces alliances contre nature entre la gauche et la droite dure. On peut parler de l'armée, on peut craindre aussi cette situation éventuellement sur la question des assurances sociales. On verra, c'est un dossier qui commence et qui est chaud. Alors, ouais. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que votre bilan, dans le fond, vous avez insisté que sur les points qui n'ont pas marché. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont marché sur de grands dossiers, sur des dossiers importants où vous savez que le PDC est l'architecte de ces solutions et je pense que c'est un petit peu par le bout de la lorgnette que vous avez fait ce bilan. Alors, à propos de votre électorat, à peine 50% de votre électorat, selon une analyse Vox, a soutenu l'initiative pour défiscaliser les allocations familiales. Il y a même des ministres cantonaux, des finances, PDC qui ont fait campagne contre le texte. À propos d'électorat, là, il y a un hiatus assez inquiétant pour vous. Bon, il y a eu 25% des Suisses qui ont soutenu cette initiative. C'est pas brillant, mais c'est quand même 2 fois plus que l'électorat PDC. On était très seuls sur cette initiative. Officiellement, l'UDC la soutenait. L'analyse Vox montre que ça n'a pas du tout suivi et qu'ils n'ont rien fait dans cette campagne. Je pense que c'était une bonne idée qui est arrivée à un moment difficile parce qu'aujourd'hui, les finances cantonales, les finances fédérales, communales sont en berne. Et puis, c'était peut-être pas le moment de faire ce cadeau fiscal d'1 milliard aux familles. Mais je pense que si, en Suisse, on ne se pose pas des questions essentielles sur l'avenir de la famille, sur la place des enfants dans notre société, on aura véritablement un problème parce qu'il y a quand même un hiatus de vouloir moins d'immigration et de rien faire pour la famille. Parce qu'à un moment donné, ce vieillissement de la population va être le plus grand problème. Mon collègue Levra disait hier que la campagne se jouerait sur la question des retraites. C'est vrai que c'est plus difficile de discuter du nouveau système de prévoyance vieillesse que de parler de la hauteur des minarets. Ouais. Mais ces questions difficiles sont importantes, il faut les mener maintenant, sinon on va droit dans le mur. En 2020, on va commencer à manger le capital de l'AVS. D'ici 2030, selon les scénarios du Conseil fédéral, on va pratiquement manger 8 milliards par année en plus. Donc c'est vraiment une situation qui va devenir difficile. Et si on ne pose pas les questions maintenant de l'avenir de la politique familiale, des places de crèche, des tarifs de places de crèche, surtout dans les villes dirigées par la gauche, eh bien ces questions-là, on va les laisser à d'autres et ce sera pratiquement irresponsable. Oui, Christian Levrac avait effectivement une question très précise pour vous hier sur notre antenne, c'était en fin d'émission vers 8h. Est-ce que vous allez tenir suffisamment vos troupes pour faire adopter le projet de réforme des retraites qui prévoit notamment une augmentation de 70 francs par rente AVS, la retraite à 65 ans pour tous? Il a dit du PDC, le PDC nous a beaucoup aidés, mais c'est un partenaire parfois difficile et parfois un peu versatile. C'est une manière de tirer la couverture. Il a employé le mot versatile. C'est la manière de tirer la couverture à soi. Évidemment que pour le PS, on est toujours des gens d'extrême droite, que pour l'UDC, on est toujours des gens de gauche. Non, mais c'est assez souvent le cas dans la rhétorique. Chacun essaye aujourd'hui de bander ses muscles. Je pense qu'il faut maintenant faire un petit peu moins de politique partisane et essayer de trouver des solutions pour le pays. Je pense que cette réforme des retraites, c'est un projet qui a été mené entre les différents partis et vous savez que l'architecte, le maître d'œuvre de ces questions, dites-le peut-être dans votre bilan la prochaine fois, s'appelle Urs Waller, c'est notre conseiller d'État qui est en train de partir, mais qui est notre conseiller d'État du canton. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Levrac? Vous allez tenir vos troupes ou pas sur ce sujet-là? Nous tiendrons nos troupes sur l'AVS. Nous étions le seul parti jusqu'ici sur la ligne de la proposition du Conseil fédéral, alors que même le PS s'opposait au plan de son propre conseiller fédéral Alain Berset, ce que je trouve particulièrement déplorable. Et puis à droite, évidemment, qu'à part la retraite à 67 ans, on ne nous propose pas grand-chose. Ouais, vous dites qu'il ne faut pas faire de politique politicienne, mais là vous renvoyez l'ascenseur avec Berset et le PS, là, Christophe Darblay. Vous en faites de la politique aérienne. La réponse du berger à la bergère. Ouais. Si Christian Levrac déjà nous accuse, alors que c'est notre projet qui porte la part Urs Waller et de quelques autres, je trouve que c'est un petit peu gratuit. Esther Coco. Peut-être que cette question est significative d'une situation qu'on a beaucoup vue durant cette législature. Christophe Darblay, c'est votre parti qui se déchire sur certains grands thèmes. On l'a vu sur la loi sur l'asile, on a vu carrément toute l'aile gauche à un moment donné se monter contre vous concernant le durcissement de l'asile que le PDC demandait. On l'a vu sur le Gripen avec les femmes PDC qui n'étaient pas d'accord avec cet achat. On l'a vu également sur l'aménagement du territoire, cas très particulier,
l'aménagement du territoire, où le Valais était opposé à cette loi de votre ministre, dont vous, Christophe Darblay, qui était directement opposé à elle. Bref, on a un peu l'impression que sur certains sujets, vous êtes divisés, et non seulement vous êtes divisés, mais ça se voit, ça s'affiche, avec le dernier exemple en date de Filippo Lombardi concernant le siège de Madame Widmer-Schlumpf. Donc effectivement, ça pose un problème pour le profil peut-être du parti. Et c'est exactement le seul point que vous auriez dû prendre dans votre bilan négatif. C'est la cohésion du parti sur un certain nombre de questions. Souvent, on a affaire à une petite minorité sur la question de l'asile. L'essentiel du Parti démocrate chrétien a voté le durcissement et je pense que c'était juste de lutter contre les abus, pour plus de sécurité, pour des procédures beaucoup plus efficaces. Je pense que c'était une nécessité. Alors, on a eu une poignée de gens qui s'y sont opposés. Quand vous avez ça au PDC, vous en faites tout un fromage. Et comme ça pour arrive... les autres. Non, ça arrive au PS, vous en faites pas tout un fromage. Ça arrive aussi au PLR, vous en faites pas un fromage. C'est plus visible au PDC ces peut-être. tendances existent, ces tendances sont un peu plus visibles au PDC parce que c'est un parti qui a une certaine largeur dans la diversité des opinions. C'est clair, et vous avez raison. Et je pense que c'est ça la faiblesse, c'est peut-être ce manque de discipline au sein du groupe parlementaire. C'est un échec pour vous aussi. Vous le prenez aussi comme un échec personnel, ça, Christophe Darblay, parce que vous reconnaissez assez honnêtement. C'est une réalité du parti. Vous n'avez pas réussi à changer ça, quoi. Ça existait. Bon, c'est d'abord l'affaire du chef de groupe de s'en occuper. Je pense que Urschwaller l'a bien fait, que Filippo Lombardi s'y emploie. C'est devenu un peu plus difficile. Je pense que dans d'autres partis, et ça c'est la grande différence avec le PLR, parce que dans le fond, sur les dossiers, sur les questions économiques, financières, de sécurité, on est très très proche. Le bilan du PDC sur toutes ces questions est un bilan qui est excellent. Par contre, le manque de discipline au sein du groupe parlementaire qui a réussi à être imposé dans d'autres partis est beaucoup plus difficile chez nous de par cette diversité des intérêts et des opinions. Alors, juste un mot, c'est des débats qu'on avait eus avec vous il y a quelques années. Est-ce que le PDC a définitivement abandonné l'idée de revendiquer 2 sièges au Conseil fédéral comme à l'époque de Ruth Metzler? C'est quelque chose que vous pensez, une chose à laquelle vous pensez encore, Christophe Darblay, ça? L'avenir nous le dira. Je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité de recomposer. Vous avez parlé des alliances ratées. Je pense qu'il y avait une alliance qui était vraiment très très bien ficelée avec le PBD, comme si vous voulez un noyau qu'on aurait pu étendre ensuite à d'autres partis, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui un éparpillement des forces au centre de l'échiquier politique qui est si important pour l'avenir du pays, qui pose un problème énorme dans toutes sortes de dossiers. Donc il faut réussir ça, peut-être que ça ne se fait pas en un jour, comme Rome ne s'est pas fait en un jour, mais il y a là une nécessité de redessiner la politique suisse. Mais un 2e siège PDC au Conseil fédéral n'est plus à l'ordre du jour dans les têtes. Pourquoi pas? Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité immédiate. La priorité, ce sont les élections fédérales, c'est de mobiliser nos troupes, c'est de faire de bonnes élections cet automne. On a, je pense que sur le papier maintenant, avec ce qui se prépare dans les cantons, avec ces 450 candidats, avec 170 jeunes, avec des listes 60+, on a vraiment changé la stratégie. On a, au niveau de la mobilisation, au niveau de la campagne, on sera beaucoup plus fort qu'il y a 4 ans. On est beaucoup mieux organisé qu'il y a 4 ans et j'espère que ça puisse fonctionner pour qu'on puisse, non seulement en termes de sièges, parce que là, je pense qu'on fera un assez bon résultat au Conseil national et au Conseil des États, mais aussi en pourcent, parce que le PDC, qui est le grand parti des petits cantons, qui est le parti de la cohésion nationale, le parti du fédéralisme, devrait pouvoir aussi marquer des points dans les cantons où vivent la moitié de la population suisse, à savoir Vaud, Berne, l'Argovie et Zurich. Alors, le programme du PDC, Esther Coco, quel est-il? Vous avez remarqué, parce que vous l'avez bien lu jusqu'au bout, vous avez remarqué quelques différences entre 2011, précédente campagne, et 2015? Oui, alors d'abord, un petit coup d'œil sur les slogans. En 2011, le slogan du PDC, c'était « Succès Suisse PDC ». En 2015, le PDC joue davantage la proximité. Le slogan, c'est « La Suisse, notre famille », évidemment, allusion au thème phare du PDC. Disparu, par contre, le terme « compromis » dans sa devise. Il a été remplacé par le mot « équilibre », peut-être jugé plus vendeur. Et puis, le programme 2015 voit apparaître aussi le terme de « classe moyenne », quelque chose qu'on a beaucoup entendu durant la législature, mais qui n'était pas encore dans le programme de 2011. Le PDC qui se dit très souvent le défenseur de la classe moyenne. Alors sinon, on retrouve les grands thèmes que le PDC a défendus durant cette législature, le tournant énergétique, la famille, les PME, l'environnement, la sécurité, mais il a ajouté un chapitre dans le programme de 2015, la politique migratoire, sans doute poursuivre l'actualité. Oui, alors l'asile, c'est justement un des points discutés lors de la dernière assemblée, c'était ce samedi.
samedi dernier. Oui, puis il n'y avait pas seulement l'asile ce samedi. Le PDC a fait un grand raout autour de l'Europe. Il a invité le ministre autrichien des Affaires étrangères. Il a lancé un manifeste pour ces élections fédérales, pour l'avenir de la Suisse. Le PDC, il parle de nos relations avec l'Europe, d'asile, d'innovation. Alors, ces thèmes qui sont, c'est vrai, dans le programme, mais qui étaient peut-être moins visibles jusqu'ici, qui prennent soudainement beaucoup plus d'importance, un petit peu peut-être pour faire oublier les échecs en matière de politique familiale au début de cette année. Bon, alors ça peut aussi donner l'impression que le parti modifie un peu ses priorités 2 mois avant les élections fédérales. Oui, alors l'asile qui remonte comme ça au-dessus de la pile, alors que vous êtes le parti de la famille, c'est de l'électoralisme. Vous suivez l'UDC là, clairement. Arrêtez de dire ça. Parce que vous dites n'importe quoi en la matière. Vous avez fait pendant 1 semaine cet été, alors que j'étais en vacances, j'ai refusé vos interviews, du bashing du PDC un peu primaire sur la question de l'asile en disant... Là, vous en prenez aux journalistes, c'est pas le jeu, Christophe Darbelet. Répondez à la question, s'il vous plaît, sur l'asile. Laissez-moi répondre une fois sur cette question-là. Est-ce que le PDC est vraiment le parti de l'asile ? Il y a aujourd'hui une situation internationale en Europe qui est dantesque. Je vous ai dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vécu ça. Donc il faut trouver des solutions. La proposition qui est faite par le PDC est une proposition globale qui comprend l'aide sur place, qui comprend l'accélération des procédures, qui comprend la mise en place de plus de places d'accueil pour faire face à cette situation de crise. Renvoyer les Érythréens, vous êtes revenu sur cette proposition. Renvoyer les Érythréens, on n'a jamais dit de renvoyer les Érythréens demain. Parce que personne en Europe ne renvoie les Érythréens. Quand alors ? La situation, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité à considérer qu'il y a une dictature la plus moche possible quelque part, qu'il y a des guerres quelque part qui puissent durer pour l'éternité. C'est pas une fatalité. La Suisse a toutes sortes d'instruments dans sa politique économique, dans sa politique d'aide au développement, dans sa politique diplomatique, pour essayer de trouver des solutions aussi dans ces pays-là. Et j'estime que tous les instruments doivent être mis en œuvre pour que cette situation s'améliore. Et c'est seulement à ce moment-là, quand la situation sera acceptable, qu'on pourrait éventuellement envisager le retour. Eh bien, je crois que c'est pas normal de dire simplement le PDC veut renvoyer les Érythréens, le PDC veut forcer les gens à travailler. J'ai entendu parler de travail forcé, j'ai entendu parler pratiquement d'esclavagisme. C'est pas du tout la proposition, parce que j'estime que c'est inhumain de laisser des personnes traîner dans les gares, de pas leur donner une perspective en termes d'emploi ou de formation pendant le temps où ils sont chez nous. C'est ça qui est inhumain. Et la plus belle chose que j'ai entendue sur ce débat pour l'instant, je vous ai un peu attaqué, je m'en excuse, mais c'est celle de Rudolf Strahm. C'est celle de Rudolf Strahm, qui a dit, qui est un socialiste, pas toujours d'accord avec son parti, qui a dit le seul parti qui a pris la question de l'asile dans son ensemble et qui a essayé dans l'ensemble de proposer des solutions, c'est le PDC. Ça m'a fait plaisir. Bon, très bien. La famille, au fond, parce que là, on parle d'asile, on parle d'Europe, la famille, ce serait plus assez porteur. Non, mais la famille et la classe moyenne, ça reste au cœur de notre politique. C'est pas le PS, le parti de la classe moyenne ? Le parti de la classe moyenne, moi, j'estime que le PS s'occupe d'une autre classe de la population. Moi, je pense que cette classe moyenne est souvent oubliée de la politique. Et puis, tout à droite, on a aussi des positions qui sont souvent assez incompatibles avec la classe moyenne. Aujourd'hui, si on a pris ces 2 thèmes, la question de l'asile, c'est un thème d'actualité, je pense qu'on n'y coupe pas, et la question européenne. Alors, oui, cette question de l'avenir, vous dites on peut de pas nos discuter relations, avec l'UDC. La question de nos relations bilatérales avec l'Union européenne, c'est la question essentielle pour l'emploi et pour l'avenir de ce pays. Et là, vous dites on peut pas discuter avec l'UDC. Aujourd'hui, le PS a écrit sur son drapeau qu'il voulait adhérer à l'Union européenne. C'est une des positions, c'est pas la nôtre, on veut pas ça. De l'autre côté, vous avez l'UDC qui veut plus parler de ces questions et qui est prête à sacrifier la voie bilatérale. C'est une position calamiteuse. Aujourd'hui, il faut trouver une solution avec l'Union européenne pour diminuer un peu la pression migratoire. C'est nécessaire, c'est la volonté du peuple suisse, il faut la respecter. Puis de l'autre côté, eh bien, il faut sauver la voie bilatérale, trouver des solutions pour de nouveaux accords, trouver des solutions institutionnelles, parce que la solution du Conseil fédéral est un cul-de-sac, il faut le reconnaître. Eh bien, c'est ces questions qu'on a voulu mettre en avant, et c'est le seul parti qui l'a fait, avec les relations qu'on a dans l'Union européenne, parce que le seul parti qui a un réseau avec ceux qui décident dans l'Union européenne, avec Angela Merkel, avec Jean-Claude Juncker, avec Sébastien Kurz, eh bien, c'est le PDC qui est associé à ce Parti populaire européen. On essaye de trouver, avec les démocrates chrétiens en Europe, avec ce Parti populaire européen, une solution. Vous voyez qu'on a de la peine à vous suivre, parce que l'UDC n'est pas fréquentable sur la question européenne, mais l'est quand il s'agit, comme en mars, d'essayer de s'associer avec lui pour des questions économiques. Donc un coup à gauche, un coup à droite, c'est dur à suivre, ça. Non, mais ça a toujours été comme ça en Suisse, d'avoir sur les questions économiques, on a une alliance bourgeoise. Ça a toujours été comme ça, sur les questions financières, sur les questions économiques, et puis sur les questions
de relations avec l'Union européenne, ça a toujours été le centre droit avec l'aide de la gauche pour trouver la voie bilatérale. C'est comme ça qu'on l'a fait et j'espère qu'on puisse maintenant la sauver. Mais je crois que l'UDC, quand on avait discuté de ce pacte bourgeois contre le Francfort, je pense que c'était une bonne idée, que la plupart des points tiennent ou ont tenu, mis à part les 2 lignes qui concernent les finances et vous vous êtes arrêté sur 2 lignes sur 4 pages. C'est ça que j'accepterai pas. C'est vrai qu'il y a eu des infidélités de la part de l'UDC, du PLR et de nous-mêmes sur cette question, sur ces 2 phrases. Par contre, sur tout le reste, vous verrez, ou vous avez déjà vu, que les alliances tiennent, que les majorités tiennent, et c'est très très important pour l'économie de ce pays. Puis alors, sur la question des accords bilatéraux, là j'ai voulu qu'on mette dans ce papier contre le Francfort une solution qui recrée la sécurité du droit vis-à-vis de l'Union européenne, et là le premier problème, c'était pas seulement l'UDC, c'était le PLR qui voulait pas en parler il y a quelques semaines encore. Aujourd'hui, ils en font une condition. Vous êtes et mal ça, entouré. Et ça, c'est nouveau. Pour la première fois depuis 2007, le PLR fixe des conditions pour que l'UDC accède à son vœu le plus cher, celui d'avoir un 2e conseil fédéral. C'est un revirement de situation absolument incroyable. Peut-être que leur veste est aussi en vison. Admettez quand même, Christophe Darbelet, que c'est un peu étrange de dire que l'UDC est l'ennemi de l'économie pendant une année, justement à cause de cette initiative contre les migrations de masse, à cause ensuite de la remise en question de la voie bilatérale, et puis ensuite faire une alliance économique avec eux en raison du Francfort. D'ailleurs, beaucoup de vos élus, encore aujourd'hui, pensent que c'était une très mauvaise idée, que c'est justement, vous parliez de la question du profil tout à l'heure, que c'est justement, vous avez pris le risque de malmener le profil du PDC. Par principe, je ne commente pas les commentaires anonymes. Je pense qu'il est important sur les questions économiques en face de Francfort de trouver des solutions parce qu'on n'a pas de réponse. C'est la Banque nationale qui dirige la politique monétaire, elle est indépendante, on le respecte, mais en même temps, la seule chose que puisse apporter les partis proches de l'économie dont nous faisons partie, eh bien, c'est des solutions pour essayer d'alléger un peu leur fardeau, d'avoir un peu moins de bureaucratie, de trouver des meilleures conditions cadres, ou en tout cas de maintenir celles qui prévalent aujourd'hui. On s'est battu contre l'impôt sur les successions, contre le salaire minimum, contre l'initiative 112, toutes sortes de choses qui menaçaient le succès de la Suisse dans cette période un peu difficile et surtout incertaine. Si Mme Widmer-Schlumpf ne se représente pas, vous allez accepter un candidat modéré de l'UDC au mois de décembre ? L'UDC est aujourd'hui en train de présenter des candidats à peu près chaque semaine. C'est sa manière de faire campagne. Beaucoup sont des Scharfmacher, comme on dit en suisse allemand, donc des gens qui ne sont pas très constructifs, qui ne sont pas prêts vraiment à assumer des responsabilités. Moi, je demande encore pour voir aujourd'hui. Ça ne sert à rien de parler beaucoup de Conseil fédéral parce qu'on ne sait pas qui vit, qui meurt, qui se représentera cet automne. D'abord, concentrons-nous sur les élections au Conseil national et au Conseil des États. Et ça, c'est important pour le PDC de mobiliser tout son électorat. Et je compte sur toutes les forces vives de mon parti pour aller aux urnes le 18 octobre. J'accepte la réponse, d'autant que l'heure file et qu'on doit se quitter. Une dernière question, c'est le jeu. Adèle Torrance, coprésidente des Verts, est invitée demain. Vous avez envie de lui poser quelle question, Christophe Darbelet ? Je trouve qu'Adèle Torrance ne fait pas beaucoup de politique politicienne, que c'est une fille qui est intelligente et extrêmement constructive. Elle n'a pas un zeste d'agressivité qui est pourtant nécessaire à la politique, malheureusement, au président de parti. C'est pas une question, Comment c'est un commentaire. Elle conçoit son absence d'agressivité saine dans ce monde si difficile et comment est-ce qu'elle n'est pas une présidente de ce fait-là, un peu d'un autre temps? On lui dira. Merci beaucoup, Christophe Darbelet, d'avoir été notre invité. 2e épisode de Face au Parti, président du PDC. Merci à vous, Esther Coco.